Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous démarrons à l'heure aujourd'hui. Nous sommes jeudi et vous allez le découvrir. Notre invité du jour est la productrice qui règne sur la planète aventure à la télé avec sa société de production ALP. Cette femme que vous avez découvert sans doute il y a 17-18 ans dans Star Academy a signé les plus grands succès du petit écran de Popstar à la carte au trésor en passant par Koh-Lanta et même Fort Boyard. Oui, c'est elle également. Et si elle est sur ce plateau ce matin, c'est non seulement pour faire le bilan d'une marque incontournable sur TF1, mais également pour vous présenter la toute nouvelle saison d'une émission mythique de France 2. Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Merci de nous rendre visite. J'adore cette introduction. Ouais, c'est bien, elle vous a non, plu. mais je raconte toujours que j'ai mis un temps de dingue. Vous l'encadrez chez vous. À réussir dans le métier. Et puis voilà. Et c'est résumé en 4 lignes. Et c'est gentil de ne pas être remonté à Canal. Non, voilà, vous voyez, j'ai mis. Vous n'avez fait que les années 2000. Je suis resté dans les années 2000. Ce vendredi, ce sera demain, donc ce sera l'ultime épisode, la grande finale de Koh-Lanta aux Fidji et dans 2 semaines, le 29 juin. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, pardon. Non, c'est ça la finale. Et le 29 juin, donc dans 2 semaines, 30e édition de Fort Boyard. On en parlera à l'émission à 30 Parce que la finale, si je peux me permettre, est le 21. C'est ça. Oui, là, c'est l'ultime épisode avant la grande finale. Ah oui, l'ultime épisode avant la finale. Parce que je me disais, oh là là, mais je suis pas prête du tout. Non, en fait, la finale, on la compte évidemment différemment. Est-ce que c'est, j'allais dire, avant qu'on commence, tout de suite une petite question sans pression, de veiller comme ça sur 2 marques aussi mythiques de la télé française? Est-ce que c'est pas un peu stressant à chaque fois qu'on lance une nouvelle saison? Stressant, non, parce que pour le coup, moi je pense que ma spécificité, c'est que je gère très bien le stress. Ouais. En revanche, une vraie responsabilité, oui. J'ai déjà conduit des bateaux amiraux du type Star Academy. Il faut faire toujours très attention parce que il faut avoir un respect du format, un respect de la marque, un respect de ceux qui aiment ce format des fans, et des valeurs du format dont vous avez la responsabilité. Et je fais toujours attention à faire des ajustements. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais trop tourner à gauche ou à droite parce que l'iceberg est jamais loin. Et il faut être très respectueux de ce qu'on vous a confié. Donc moi, quand je suis arrivée à la tête d'ALP, j'ai avant toute chose observé, j'ai beaucoup parlé avec les gens qui se sont occupés de ces programmes-là et en l'occurrence, la chance qu'on a, à la fois sur Fort Boyard et sur Koh-Lanta, c'est qu'on a des équipes qui ont été à la genèse du programme. Donc ils l'ont de façon organique. Donc j'ai beaucoup essayé de leur prendre dans le ventre ce qu'ils avaient de l'amour de ce programme. Et à l'heure actuelle, où à la télévision, effectivement, les audiences ont tendance à s'éroder, est-ce que, en général, en tant que productrice, vous essayez plus de conserver au maximum les fans ou vous êtes parfois tenté de faire de gros changements pour attirer de nouveaux téléspectateurs? C'est quoi le... j'imagine qu'il y a les deux, c'est exactement mais le plus important, c'est quoi? C'est exactement l'écueil. C'est d'abord conserver les fans. Enfin non, c'est déjà être cohérent avec ce pourquoi les gens ont adhéré à votre format. Et donc, c'est toujours se rappeler les fondamentaux. Moi, je fais quelque chose, par exemple, souvent en post-production. Donc, post-production, c'est quand je monte le programme. Je mets une feuille blanche où je remets les raisons qui nous ont fait produire ce programme. Parce que souvent, on oublie. Et donc, il faut toujours revenir au basique. Et que ce soit respecté tout le long de la chaîne. En l'occurrence, par exemple, Star Academy, je l'ai produit pendant 7 ans. Et la dernière année que je ne le produisais plus, ils sont partis à Paris. Et je leur ai dit, le château est un élément principal du format. À partir du moment où vous le quittez, vous êtes en trahison du format. Et on était perdus dans cet hôtel particulier, effectivement, dans Paris. Donc voilà, donc Koh-Lanta, on fait très très attention, mais heureusement, on est chacun un peu les garde-fous les uns des autres. Et en l'occurrence, Julien Magne, qui produit le programme, qui a été aussi réalisateur du programme, etc., fait très attention à ça et on échange beaucoup avec aussi Liane Legac qui fait les épreuves. Et qui s'occupe des épreuves. On va parler de tout ça et de toutes ces émissions, évidemment, dans un instant. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Alexia Laroche-Joubert. Est-ce que vous regardez ces formats? Est-ce que vous êtes fan de Koh-Lanta, de Fort Boyard ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez? Est-ce que vous attendez évidemment cette 30e édition qui va bientôt arriver de Fort Boyard avec impatience? Vous voulez voir d'autres formats? N'hésitez pas, vos questions, vos suggestions et vos commentaires. Elle répondra après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Alexia. Bonjour. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences. Confirmation du succès incroyable du foot féminin. Écoutez, TF1 a littéralement dynamité la concurrence grâce à la rencontre opposant la France à la Norvège dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de football. 9,4 millions de supporters. Écoutez bien ce chiffre, 9,4 millions de supporters, c'est surréaliste. 40,8% de part d'audience. Alors c'est un score qui s'inscrit parfaitement dans la lignée du match d'ouverture qui s'est tenu vendredi dernier sur TF1 et qui, souvenez-vous, avait déjà fédéré 10 millions de téléspectateurs. C'était évidemment un score aussi au sommet. Les 900 000 de Canal+, donc exactement.
est à quasiment 10 millions et demi. On va en parler juste après. On parle les audiences. Je coupe. Non, mais vous pouvez. Ici, c'est feel good. Tout le monde est bienvenu. Alors après, c'est vrai que quand vous regardez ce graphique, forcément, toutes les autres chaînes, ramassent les miettes. Elles arrivent très très loin derrière. France 2 passe tout de même la barre du 1,5 million de fidèles grâce à la série française Marjorie. M6 parvient à monter sur le podium grâce au lancement du tout nouveau magazine incarné par Ophélie Meunier intitulé Nouvelle Vie. Les 2 premiers épisodes ont attiré 1,6 million de curieux en moyenne. Ouais, c'est assez compliqué effectivement. Et enfin, on termine avec le pire score de la soirée. Mais bon, il y avait du football, donc on pardonne tout aujourd'hui au Buzz TV. C'est RMC Story, la chaîne du groupe Altice dégainé la suite de la série espagnole I Know Who You Are. 50 000 téléspectateurs, 0,2%. Vous êtes méchant comme ça aujourd'hui, Damien. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de tacler. Damien, en dernière audience, nous sort une petite audience de TNT qui est prometteuse. Puis là, il a décidé de dire mais surtout c'est tellement difficile. J'ai décidé de tacler. Voilà, pardon. On en parlait justement, vous vouliez parler de cette audience. On a l'impression que même la direction de TF1 a été surpris, presque sous le choc, de faire de telles audiences. Ils attendaient 5-6 millions. Non, mais c'est impossible d'anticiper un tel choc. Et alors moi, j'ai une grande théorie parce que je vous explique, je suis nulle en foot, mais nulle en foot masculin. Et donc, c'est la première fois où je me dis, je peux être au même niveau que les mecs. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le nom des joueuses. Non, on les a vraiment jamais vues jouer. Et donc, comme ça, je regarde en me disant, je suis pareil que les mecs. Et donc, je pense qu'il y a un public féminin qui adhère au foot aussi parce qu'on est quand même féministe, parce qu'elle joue remarquablement bien et parce que ça a été aussi très bien vendu par TF1. Je trouve qu'ils ont fait une com remarquable pour lancer et soutenir ce programme-là. Donc félicitations aussi à la chaîne. Et c'est quand même une surprise. Alors, effectivement, elle est organisée chez nous, mais d'arriver dans des scores qui sont proches de ceux des hommes, littéralement. Même ça les dépasse. Alors, ça les dépasse là, oui, sur ces matchs-là. Mais en Coupe du Monde, effectivement, les hommes sont plutôt autour de 12 en moyenne. Mais c'est quand même hallucinant. Est-ce que vous pensez que on peut atteindre des sommets genre 18, 20 millions, ce que font les hommes, si elles vont, on va dire, jusqu'au bout? C'est l'attrait du sport. Oui, moi, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Denis Brognard, qui pourrait mieux vous en parler que moi. Et qui plante sur TF1 les afters. Et qui fait les afters. Donc, c'est une histoire. C'est de vivre un événement comme ça collectivement, c'est fantastique. Et c'est quand même la puissance de la télévision. On a beau évidemment dire l'érosion de la télévision, etc., et on pourra toujours en parler. Mais la réalité, c'est que c'est quand même de grands spectacles qui peuvent être diffusés actuellement sur la télévision. Parce que quand même, les droits sont chers. Je ne connais pas les droits. Beaucoup moins sur la Coupe du Monde féminine. Je pense. Donc je pense que le ratio, en fin de compte, ça coûte 35 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose. Audience gain est vachement intéressant. Damien, on continue. Une fois n'est pas coutume, on va un peu parler de nous et de TV Magazine. Exactement. Le grand sondage biannuel qui sort tous les fins décembre et fin juin est sorti sur les animateurs préférés des Français. Exactement. Et il y a une surprise. Oui, il y a une grande surprise. Hier, nous vous avons révélé notre nouveau sondage TV Magazine Opinionway qui désigne la personnalité télé préférée des Français. Et pour la première fois depuis bien des années, ce n'est ni Michel Simès ni Nagui qui remportent ce titre. Ça fait 4 ans qu'ils se partagent la première. Mais là, cette fois-ci, c'est Stéphane Plaza, l'agent immobilier qui présente plusieurs émissions sur M6, s'est imposé d'une courte tête sur la première marche du podium en recueillant 25,5% des suffrages. Je peux partir tranquille, a-t-il déclaré dans nos colonnes en faisant référence à la fameuse phrase de Thierry Roland, vous savez, pendant justement la Coupe du Monde de football. Voilà, il a aussi précisé qu'il avait versé une petite larme lorsqu'il avait appris la nouvelle. C'est vrai, je vous le confirme. C'est vrai, vous étiez à côté à ce moment-là. J'ai au téléphone, oui, il était très ému. C'était incroyable. C'est beau, on va pleurer aussi ici. Si Stéphane Plaza donc est l'animateur préféré des Français, eh bien la femme qui s'impose de loin devant les autres est une fois de plus Élise Lucet, la présentatrice d'Envoyé spécial et de Cache Investigation, a rassemblé 21,7% des voix. Stéphane Plaza, animateur préféré des Français. À la question qui est votre préféré, c'est pour vous une logique, ça vous semble logique pour cet animateur? Il y a tellement de proximité. Ouais. Et puis il y a un double effet quand même, c'est qu'il a lancé une agence immobilière, c'est un truc de dingue. Oui, il y a Stéphane Plaza partout en France. Donc je pense qu'en plus il rentre maintenant chez les gens et il leur permet aussi de bien vivre. Donc, et M6 c'est l'actionnaire d'ailleurs de ces... C'est ça exactement, il y a une notion de proximité forte. Non, moi je regardais parce que j'adore Karine Le Marchand. Et qui est dans le top 10 absolument, qui est dans le top 10. Tout le temps depuis et j'adore son animation, je trouve qu'elle a une forme d'humour et d'intimité et de joie. Enfin j'adore cette animatrice. Est-ce que aussi le fait de voir Michel Simès, Stéphane Plaza, qui sont aux premières places de ce classement, c'est pas aussi un coup dur pour vous dire les animateurs de métier. On a un médecin qui est venu à la télé un peu par accident, un agent immobilier qui est venu à la télé un peu par accident, et qui aujourd'hui sont les préférés. Ils n'ont pas les codes des animateurs télé. Alors c'est marrant parce que moi je produis avec Michel le test qui sauve, d'ailleurs qui a eu très très bonnes audiences la dernière diffusion. Déjà parce que je pense qu'il y a une expertise et une véracité qui plaît aussi, qui plaît aux téléspectateurs. Donc on sait pourquoi on va les voir. On va chercher aussi une information et une connaissance. Et il y a une forme aussi probablement du téléspectateur, c'est que s'ils sont à télévision, c'est parce qu'ils ont quelque chose, un message à transmettre, et donc ils sont sincères dans leur démarche.
Et peut-être que c'est vrai que quelquefois, animateur télé, ça a été associé à une image un peu artificielle, un peu showbiz, un peu tout ça. Et je pense que les gens aiment beaucoup ça. Après, ce que j'aime moi, quand même, en tant que producteur, travailler avec des gens qui ont la maîtrise quand même de l'outil télé, c'est-à-dire que être en direct, balancer une règle du jeu ou quelque chose comme ça, il faut du métier. Et nous, producteurs, on dit c'est un métier qui s'apprend et donc c'est important pour nous de travailler aussi avec des professionnels. Absolument. On termine, Damien, ces infos avec Nikos Aliagas qui va décider très probablement de jeter l'éponge. C'est des informations du Parisien que nous pouvons également aussi confirmer de notre côté. C'est ça. Selon nos confrères, l'animateur de The Voice sur TF1 ne remplira pas pour une nouvelle saison à la tête de la matinale d'Europe 1. Alors malheureusement, sa voix n'a pas permis d'enrayer la chute inexorable des audiences de cette station. Selon une nouvelle étude de Médiamétrie publiée en avril dernier, souvenez-vous, on en a parlé ici, Nikos Aliagas a fédéré 837 000 auditeurs au quart d'heure moyen entre 7h et 9h, ce qui représente la plus faible audience depuis le lancement d'Europe 1, depuis la création de cette station. Alors est-ce qu'il va quitter les locaux de cette radio pour autant qu'il a rejoint en 2011, ça fait quand même un petit moment qu'il est à Europe 1. Oui, il a fait beaucoup d'émissions avant la matinale. C'est ça, alors pas certain. Il se pourrait bien qu'il prenne les rênes d'une émission programmée en milieu de matinée, voire le week-end. En tout cas, pour l'instant, ni Europe 1, ni Nikos Aliagas n'ont confirmé cette information. Le très probable départ de Nikos de la matinale, ça vous peine, j'imagine. Ça vous avait surpris quand il avait accepté alors moi j'ai une tendresse pour Nikos, on a quand même passé 8 ans dans la même loge. Oui, à Star Academy, donc on se connaît bien. Non, mais je pense que c'est compliqué. Enfin, moi je suis désolée pour Europe 1 parce que je faisais partie des auditeurs. J'ai travaillé exactement, j'ai tenu une quotidienne et maintenant j'avoue j'écoute France Inter. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Je pense qu'on parle beaucoup du côté inexorable des gens qui partent en radio. Il faut arrêter. Il y a des cycles, effectivement, mais ça ne va pas bien pour eux. Mais c'est compliqué pour eux et je pense que la rédac est affectée. Enfin, il y a beaucoup de professionnels, de grands professionnels dans cette radio et je trouve ça dommage. Mais ils vont sûrement trouver. Oui, ils trouveront, effectivement. Damien, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. On reviendra demain. On revient demain. Ah non, pardon, demain j'ai un RTT. Ah, demain, mais ça a été validé, votre RTT Oui, c'est fantastique d'avoir une piscine comme ça. C'est incroyable. Damien, comme ça, tu vois. Au fait, demain, je ne suis pas là. Très bien. On fera sans vous, Damien, même si ce sera compliqué. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent déjà, je le vois par dizaines, avec Alexia Laroche-Joubert. Ce vendredi, 21h, avant-dernier épisode de Koh-Lanta, vous connaîtrez les 4 finalistes qu'on verra la semaine prochaine pour la grande finale. On sait que Denis Brognard présente l'émission, on sait que les candidats transpirent pour tenter de gagner des épreuves. Néanmoins, le grand public connaît moins les gens comme vous, Alexia, qui êtes la productrice de cette émission et qui s'active un peu en coulisses. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce rôle, votre rôle à vous, sur un Koh-Lanta, qu'est-ce que c'est ? Vous y êtes presque à chaque fois, ça dépend de votre emploi du temps. Alors moi je dirige la société qui produit ce programme. Donc vous avez une équipe là-bas. Ouais, vous allez voir au générique, je fais attention de mettre une production. Oui. Alors Joubert, je ne dis pas que je produis parce que je ne suis plus les mains dans le cambouis. Vous avez un producteur qui s'appelle Julien Magne et qui est lui là-bas pour produire. Non, nous ce qu'on fait c'est un vrai travail en amont. Alors moi j'ai une spécificité, c'est que j'ai longtemps produit, donc c'est vrai que j'interviens beaucoup dans le contenu du programme, dans sa préparation, et surtout j'assiste systématiquement, et là par exemple je commence le casting de la prochaine saison, sur 6 jours, en intégralité, il n'y a pas une personne que je ne rencontre pas personnellement, parce que ça c'est important, j'ai gagné ça au fil de mon expérience professionnelle, donc je rencontre tout le monde. Et après, on fait des grosses réunions, mais on met à peu près 8 mois pour préparer un Koh-Lanta, entre chercher le lieu, trouver la bonne mécanique, faire le casting, monter les équipes, etc. Donc là, on en est à la phase, je vous dis, on prépare le prochain casting. Voilà. Du prochain Koh-Lanta et le prochain qui est de la rentrée est déjà tourné. Et rentre en post-prod. Donc il y en a plusieurs. Est-ce que justement cette phase-là, la plus importante, vous diriez que c'est quoi ? C'est les candidats avant tout. C'est eux le premier maillon de la chaîne qui va faire que le programme fonctionne. Alors parce que la meilleure meilleure candidate jouera encore mieux le meilleur jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanique sans candidat, il n'y a pas de flambeau sans bons aventuriers. Et donc c'est essentiel qu'il y ait une véracité dans l'envie de participer à Koh-Lanta. Et d'ailleurs pour beaucoup c'est l'histoire d'une vie. Je pense, moi qui ai fait énormément de casting, c'est la seule fois où je suis confrontée à des gens qui ont une totale sincérité dans la manière dont ils appréhendent le programme. Ça pourrait être sans caméra qu'ils auraient envie de le vivre. Parce que, alors après il y a l'histoire de la dotation, mais ils ont envie de se confronter à eux-mêmes et aux
aux autres. Et qui est une vraie preuve, on ne parle pas d'un après comme Star Academy où les gens pensaient à des carrières éventuelles, non, etc. C'est différent. C'est vraiment vivre quelque chose que oui. seule la télévision peut offrir et qui est unique. Et donc on a toujours à peu près entre 15 000 et 20 000 candidatures. Moi j'en rencontre à peu près 200. Donc c'est fort, après des mois et des mois de sélection. Alors après 18 années déjà à l'antenne, on rappelle que Koh-Lanta était la première télé-réalité à arriver après le Loft et juste avant la Starac, en fait elle était entre les deux. Je dois ma carrière à Koh-Lanta. C'est vrai? Mais oui, parce que la petite histoire veut qu'il y avait une sorte de pacte entre Patrick Lelay et Nicolas Taverneau pour ne pas faire de la télé-réalité. Absolument. On sait ce qu'Arthur et Stéphane Courbet ont fait avec M6 pour le Loft. Patrick Lelay signe Koh-Lanta, Nicolas considère qu'il a trahi la promesse et va signer le Loft. Et moi je prends le Loft. D'accord, donc c'est aussi grâce... Donc il y a une forme de cercle vertueux, c'est que je me retrouve maintenant sur Koh-Lanta. Alors 18 ans à l'antenne, effectivement, la saison de Koh-Lanta rassemble encore cette moyenne, près de 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Évidemment hors replay, puisque les replays se rajoutent alors maintenant, je pense que après. je vous remercie de le dire, parce que pour les téléspectateurs, et je fais un peu de prosélytisme, c'est très important de comprendre qu'on ne peut plus consommer la télévision et ni chiffrer la télévision de la même manière qu'il y a 10 ans. Et donc nous, par exemple, on fait 5,5 en consolidé, c'est-à-dire quand on a rassemblé une partie des replays et pas l'intégralité, donc on fait beaucoup plus. On a par Vous exemple êtes autour du million à peu près de replays. Voilà, voire exactement. Un peu plus, et par exemple, on a là augmenté sur les cibles jeunes de plus 4 points et en ménagère de plus 2 points. Donc on est, contrairement à plusieurs de nos camarades, plutôt en ascension en termes d'audience consolidée. Néanmoins, il y a 3-4 ans, vous étiez encore à 7 millions, au-dessus de 7 millions. La chute, elle est inexorable, Alexia. Comment vous tentez de contenir cette érosion qui touche quasiment toutes les chaînes, on va le dire, et tous les formats d'émissions? On l'a vu avec The Voice, ça a été un peu plus spectaculaire cette année. Pour Koh-Lanta, comment vous faites pour tenter de consolider ces audiences-là? Alors, il s'avère qu'on ne tente pas, on y arrive. Ouais, donc, vous arrivez, déjà, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'il y a un plafond de verre, j'allais dire un plafond en dessous, un plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre par rapport au coût de la production? C'est une émission qui coûte cher, on le sait. Alors, évidemment, on est très 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 loin de ça. On est quand même la marque la plus forte sur TF1. Et on est d'accord. Donc on est très loin de ça. Après, évidemment, je suppose que si on descendait à des chiffres extrêmement bas, enfin je sais pas. 300 000. Non mais la question c'est que le programme est très impliquant pour TF1, coûte évidemment beaucoup d'argent. Donc on attend de cette marque-là, évidemment, de regrouper le plus grand nombre. Et qu'elle performe, effectivement. Voilà. Surtout qu'il y en a deux, il y a deux sessions dans l'année. Voilà. Et puis vous savez que ça fonctionne avec des cibles aussi. TF1 et France Télévisions ne regardent pas exactement les mêmes cibles. Effectivement, et sur cible, pour le coup, Koh-Lanta marche effectivement très bien. Damien, on prend des questions. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a du monde sur la page. Il y a Silvio, il y a Franck et une question de Christophe qui souhaite savoir si vous pensez qu'un jour Star Academy pourra revenir à l'antenne. Alors, le concept, oui. Ouais. Ce qu'il a connu dans son enfance, non. C'est-à-dire que les moyens... Il y avait une tentative de retour sur Énergie 12. Ouais. Non, mais les moyens, c'est impossible, pour plein de raisons. Parce que les moyens qui étaient mis en œuvre, moi, je gérais à l'époque un budget tout compris, c'est-à-dire avec les tournées de trucs à peu près 30 millions. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y avait des moyens qui étaient colossaux. Et il y avait aussi cet effet des grandes stars de la musique qui venaient en Europe pour participer à Star Academy. C'était la seule émission qui était connue outre-Atlantique, avec un programme avec MTV Europe et un programme allemand. Donc ça, il n'y a plus, il ne bouge plus. Donc je ne vois pas comment ça peut revenir comme ça, dans ce niveau de production. Désolée. Alors, non, en tout cas, pas dans cette forme-là. C'est pas moi qui produis, c'est en démol, c'est notre société de production. C'est surtout. Alors, certaines critiques, notamment sur le programme, certaines très proches, je vous en ai parlé juste avant l'antenne, notamment de mon fils qui regarde Koh-Lanta et qui trouve que les épisodes se sont très rallongés. Vous étiez régulièrement entre 1h45, 2h. Aujourd'hui, ça dépasse souvent allègrement les 2h, 2h20, parfois 2h30. Pourquoi est-ce que le programme est devenu si long, Alexia ? Déjà parce qu'on a un dispositif où on capte beaucoup d'histoires. Par exemple, l'effet 3 équipes. 3 équipes, vous racontez plus d'histoires, donc vous avez plus de matière. Et pour que le téléspectateur entre vraiment dans les histoires de chaque camp, il faut à un moment les diffuser. Après, moi, c'est une conversation que j'ai eue avec TF1 et je suis extrêmement d'accord avec votre petit garçon qui s'appelle... Qui s'appelle Paul. Avec Absolument. Paul. Je suis d'accord avec Paul. Je trouve que, d'autant plus qu'on a un public enfantin très important, ça termine trop tard. Donc ce qu'on a convenu en bonne intelligence avec TF1, c'est qu'on a une moyenne
à peu près de 100 minutes. Donc je peux avoir des émissions qui poussent à 120 et des émissions plus courtes. Et la seule chose, c'est que je dois respecter une règle qui était imposée par le CSA, c'est pour avoir 3 coupures pub, voilà, il faut une durée minimale. Mais je suis d'accord. Ça peut nuire à l'audience du programme, cette longueur, ou pas spécialement? Après, vous savez, vous perdez en millions. Voilà, vous perdez en millions ce que vous gagnez en part d'audience, effectivement. C'est un jeu mathématique, mais je pense que la préoccupation identique de TF1 et d'LP, c'est de préserver l'attractivité du programme et évidemment permettre aux enfants de le regarder jusqu'au bout. Il y a trop de petits comme Paul qui me disent mais alors, qui a été éliminé à la fin? Voilà. C'est trop tard quand il faut aller se coucher. Ils vont regarder le replay le lendemain maintenant, ils savent faire ça aussi. Alors, il y a une émission qui vient de se tourner là au Fidji, qui vient juste de terminer. Vous êtes déjà dans le casting de la suivante, c'est une émission qui sera diffusée à la rentrée évidemment. Et on découvrirait une émission All-Star, c'est-à-dire avec des anciens candidats qu'on a vus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos? On sait déjà qu'il y a Théour qui est parti et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors moi, ce que j'adore, vous appelez le buzz média. Vous appelez le buzz TV. Le buzz TV, pardon. Le buzz TV. Et bien, vous savez quoi? Le buzz TV, c'est vous à faire le buzz. Moi, je suis tenue par un contrat comme ça. Je ne raconte rien. Je ne peux rien dire. Mais dans votre contrat, c'est écrit que vous pouvez le dire au buzz TV. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est vrai. Il y a un petit alinéa, effectivement. Ah oui, une petite étoile à côté. Il y a un tout petit alinéa. Bon, alors, je l'ai croisé dans la vie. Non. Vous confirmez que ce sera bien un All-Star, c'est ça? Et avec d'anciens candidats. Je confirme qu'il y a un prochain Koh-Lanta qui vient de se terminer, en l'occurrence le 6 juin, ce qui a permis à Denis de se retrouver sur la Coupe du Monde. Oui, tout juste. Il était là. Débarquer de l'avion. Mais voilà, non. C'est trop, la confidentialité sur ce programme est trop importante. J'ai pas non plus envie que les aventuriers soient harcelés par les journalistes qui cherchent toujours à avoir des infos parce qu'évidemment, il y a une attractivité très forte pour avoir du buzz. Et donc, non, je dis rien. Bon, c'est une très bonne édition, c'est tout ce que je peux dire. Ce sera bien une édition All-Star. Vous pouvez trouver sur tvmac.com quelques informations. Vous le dites, je vous laisse le dire. Damien, on passe à d'autres questions et juste après on parle de Fort Boyard. Exactement. Alors Patrice, justement, une question par rapport à Koh-Lanta et par rapport à vous plus particulièrement. Il souhaite savoir si vous auriez pu participer en tant que candidate à Koh-Lanta. Est-ce que vous en auriez eu le courage? Alors, le courage, probablement pas. L'envie, oui. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai exprimé ça au tout début, quand ça a été créé. J'ai dit, si par hasard, un jour, à l'époque, j'étais à l'antenne, vous faites un Koh-Lanta célébrité, ça me ferait plaisir d'y participer. Ah oui, vous étiez candidate, carrément. Oui, parce que je trouve que parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que ce programme qui vous permet vraiment de savoir ce que vous avez à l'intérieur des tripes. Je ne sais pas si je serais capable de trahir comme certains, d'être bonne sur les épreuves, de supporter la faim, etc. J'en sais rien. Je trouve ça intéressant d'être confrontée à ça. Donc oui. Vous auriez repoussé vos limites. Je ne sais pas si j'aurais réussi à les repousser, mais ça m'aurait intéressé de savoir de ce dont je suis capable. Et Fort Boyard, alors évidemment, on va en parler. Quand vous êtes arrivé sur ALP, la société de production, c'est la société qui produisait Fort Boyard. Donc vous avez également récupéré ce bébé-là. Fort Boyard, j'imagine, vous l'avez regardé depuis votre enfance. Vous l'avez participé. Oui, j'étais atroce. Non, c'était génial. C'est comme si vous rentrez, c'est un rêve d'enfant, c'est comme si vous rentrez dans la télévision. Enfin, ce qui est vraiment même le sentiment de producteur, c'est que vous avez l'habitude. Mais moi, j'ai eu vraiment ce sentiment-là. Et l'esprit d'équipe pour surmonter ses peurs, pour vivre un truc d'équipe incroyable, j'ai adoré. Et je dis toujours ça aux personnalités qui hésitent à participer. Oui, c'est vrai, vous allez avoir peur, mais allez-y parce que vous allez devenir un véritable héros pour vos enfants. Vous pouvez faire n'importe quoi et dans vos votre enfants, carrière. Ils vous ont vu après, ça a changé tout. Vous étiez moi, quand j'ai rencontré mes beaux enfants, mes enfants leur ont montré ma participation à Fort Boyard. Voilà ce qu'a fait maman. Alors Fort Boyard, évidemment, on en parle. C'est la 30e édition. Figurez-vous, c'est incroyable. L'émission est née en 1989. Ce sera samedi 29 juin. C'est dans 15 jours, évidemment, en première partie de soirée sur France 2. Déjà, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, comment vous allez fêter cette 30e édition? Qu'est-ce qui va arriver de particulier dans cette édition? Il y a deux choses. Il y a un dispositif, évidemment, artistique et un dispositif même d'antenne. C'est le 22 juin, d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit le 29? Mais c'est la semaine prochaine. Vous savez quoi? C'est le 22, c'est le 22, c'est ça. Ce sera juste au lendemain de la finale de Koh-Lanta. Ça vous m'embrouillez un peu, je ne sais même plus où je suis. Vous avez la finale de Koh-Lanta. Vous avez la finale de Koh-Lanta. J'ai un week-end de dingue. Vous avez un week-end de dingue. Non, alors évidemment, déjà, on fait énormément de clins d'œil sur ces 30 ans-là. Entre autres, avec l'arrivée de quelqu'un qui a animé longtemps le programme, qui est Patrice Laffont. Absolument, on va voir les images. Voilà, qui est une sorte d'hibernatus. Retour de Patrice Laffont. Voilà, et qui va permettre aux personnalités qui sont sur le fort de revivre les épreuves.
on va dire, emblématiques et signatures du fort telles qu'elles avaient été présentées à l'époque. Donc il y a ça, il y a des nouveaux personnages évidemment avec l'arrivée de Magloire. Moi j'ai beaucoup de tendresse pour Magloire, une sorte de fakir incroyable qui s'appelle Magic. Et puis il y a une succession d'épreuves, il y a un temple aztèque que j'adore. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et ça c'est le dispositif créatif, donc toujours beaucoup de surprises. Et puis un dispositif antenne. Évidemment, France 2 étant très content de fêter avec nous ses 30 ans, nous a permis d'avoir une deuxième partie de soirée qui a un nouveau programme, qui n'est pas un best-of, qui a un vrai programme, et avec les personnalités qui ont vécu voilà, les épreuves dans la journée, on va les retrouver le soir et revoir avec eux une partie de leur aventure, et surtout ils vont être confrontés à de nouvelles aventures. Absolument, et ça ce sera une nouveauté. Tout de suite je vous propose de découvrir en exclusivité les premières images. Alexia Joubert vous a mis l'eau à la bouche, le retour de Patrice Laffont qui retrouve 20 ans plus tard le père Fouras. Regardez ça. Castaldi pour 2 saisons, et puis Olivier Mine depuis plus de 15 ans maintenant. Ça fait évidemment quelque chose de retrouver Patrice Laffont qui a énormément d'autodérision. Il est assez mais de toute façon, il a énormément d'humour, mais comme tous les gens très intelligents, ils ont beaucoup d'humour. Et quand on lui a proposé ça, et je lui ai dit, voilà, et en plus tu vas jouer un personnage, etc. Bon, on va sortir un peu du placard et tout. Et donc ça, il adore. Enfin, et puis c'est quelque chose, Fort Boyard, ça reste longtemps dans votre carrière, c'est un moment important de votre vie. Bien sûr. Déjà, c'est idiot, mais vous allez comme sur un fort, on vit, il y a 150 personnes qui travaillent sur le fort, c'est un esprit d'équipe très important. Tourné pendant plusieurs semaines, donc, parfois des conditions très dures. Oui, des conditions quelquefois très difficiles. Et je pense qu'il était même content de retrouver des vieux potes. Évidemment, lorsque vous imaginez des nouvelles épreuves, et il y en a beaucoup, nouvelles épreuves, on vous invite évidemment à les découvrir, notamment ce week-end dans TV Magazine, où des journalistes ont participé et ont fait des épreuves. Comment vous choisissez des épreuves à prendre ou à garder? On sait que parfois, vous pouvez enlever des épreuves, l'épreuve des cylindres notamment, qui avait été jugée un peu sexiste, ou celle des cellules capitonnées, sur lesquelles il y avait des problèmes avec des associations, des problèmes d'associations de malades psychiatriques. Exactement, je cherchais. Comment vous choisissez ces épreuves? Est-ce que c'est toujours des questions de mode, des questions de changer régulièrement? Parce qu'on aime voir les épreuves qu'on suit régulièrement. Oui, alors il y a vraiment des épreuves qu'on retrouve. Et puis après, ce qu'on aime, c'est le renouvellement. Alors ça dépend aussi de l'évolution technologique. C'est idiot, mais il y a des épreuves qui évoluent parce qu'il y a des moyens. Pas faire il y a 10 ans. Il y a des moyens qui nous permettent de le faire. Il y a des univers qu'on a envie de visiter. Il y a des choses dont on s'inspire dans l'univers cinématographique ou des jeux vidéo aussi. On pioche un peu là-dessus. Mais il y a toujours une contrainte parce que personne ne peut s'en rendre compte. Mais les cellules, elles font 15 mètres carrés. Donc il faut mettre un décor, de la techno, des caméras et des participants. Oui, c'est pas si grand qu'on le voit à l'antenne. Donc il y a aussi des contraintes techniques qui nous imposent de sélectionner ou pas certaines épreuves. Damien, on prend encore une question, on dépasse déjà le temps additionnel. Exactement. Ça va être une question de Stéphanie sur Twitter qui est assez intéressante parce que ça concerne Samuel Etienne. Samuel Etienne a participé au tournage de Fort Boyard. Oui, il s'est blessé, j'ai vu ça. Il s'est méchamment amoché quelques côtes, un décollement de la plèvre, enfin rien de très grave, mais en tout cas assez handicapant pour lui puisqu'il n'a pas pu participer à la matinale de France Info pendant quelques semaines. Est-ce que c'est dangereux de participer à Fort Boyard? C'est une question de Stéphanie. Quand même, en 30 ans, ça doit être le deuxième un peu, on va dire, blessure. Il y a plein de petits bobos. Non, l'histoire, c'est qu'il l'a dit lui-même avec beaucoup d'humour. Il n'a aucun sens de l'équilibre. Et en l'occurrence, c'était une épreuve d'équilibre. C'est une nouvelle épreuve qui s'appelle l'hôtel. Et donc, il faut lui reconnaître ça. Nous, on a tout de suite les médecins, parce qu'on a vraiment un dispositif médical très fort, qui lui a dit on arrête. Moi, j'étais en régie à ce moment-là, donc je lui ai dit on arrête. Et il lui a dit non, ça va, je vais résister, je veux finir, je suis avec mon équipe et tout. Et donc, il a tenu 2 fois. Le médecin est venu en lui disant je pense que ça serait bien que tu arrêtes. Il a dit non, ça va. Alors, c'est vrai qu'on ne voyait pas une côte, on voit pas. Chaud, et c'est 2 jours après qu'il a vraiment eu des douleurs et qu'il a fait la radio. Donc, je pense qu'il avait. C'est quelqu'un c'est la 5e participation de Samuel, et je crois qu'il avait vraiment envie de finir avec son équipe, qui est très sympa d'ailleurs. L'émission est très sympa, et qu'il a résisté, et qu'il est allé jusqu'au bout. Et après, on a juste aménagé les épreuves de manière à ce qu'il n'y ait pas d'épreuves physiques. Absolument. En avril, on a appris que France 2 allait lancer cet hiver un spin-off, comme on l'appelle, de Fort Boyard, centré autour du père Fouras, que vous allez produire, qui s'appellera Boyardland. De quoi va parler ce format? C'est plus subtil que ça. Dans l'univers de Marvel, il y a des préquels. Des préquels, voilà. Exactement, que faisait le père Fouras avant d'être sur le fort, et pourquoi s'était-il retrouvé sur le fort avec tant d'argent? Et donc, alors, il y a quelques infos qui sont sorties. Et en effet, on va investir un parc d'attractions
Boyarland, avec un autre univers, d'autres personnages, d'autres histoires, mais toujours aussi féeriques. En fin de compte, l'histoire, c'est que moi, j'étais en partance pour Fidji il y a 2 ans, et j'ai vu Paddington 2, où il y a une petite séquence qui se passe dans un parc d'attractions, et on s'est dit, il y a un truc, il y a un univers qui est dingue, et il y avait pas mal de films comme ça qui étaient dans cet univers-là. Donc voilà, on investit. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que là, on est vraiment au tout début de la production. Mais je pense qu'en 2020, on aura un beau programme. On aura un beau nouveau programme. Et vous reviendrez nous en parler. On est déjà au bout du bout. On a dépassé. On pourrait parler de 1000 choses avec Alexia Laroche-Joubert. Encore plein de productions. Mais vous reviendrez, Alexia. On a encore beaucoup de choses à vous demander. Énormément de choses. Absolument. Je rappelle évidemment qu'on retrouvera Koh-Lanta demain, l'avant-dernier épisode. Et la semaine prochaine, vous réservez votre vendredi, la finale de Koh-Lanta. Le samedi 22, le lancement de la 30e édition de Fort Boyard. Il y en aura pour tout le monde, les enfants, les parents, les grands, les petits. Merci encore d'être passé nous voir. Merci à vous. Et Damien, nous on sera là demain à la Avec même heure. Enfin, vous êtes à RTT. Oui, absolument. 2350e RTT pour ma part. Effectivement, demain, ce sera une nouvelle invitée. C'est une actrice qui fait les beaux jours de Joséphine Ange Gardien et qui continue de cartonner dans cette série. Sauf que cette fois-ci, elle a décidé de faire une petite infidélité à la première chaîne de France. Elle va aller sur France 3 pour porter une fiction qui est absolument fabuleuse. Il s'agit de Mimi Mati qui viendra nous voir sur cartonne quand elle quitte TF1. C'est également la même chose sur France 3. Absolument. Demain matin, Mimi Mati, Joséphine en personne. Soyez au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.